Bon, on va pas se mentir, Tron Ares, c'était quand même bien pourri et décevant. Moi, j'ai passé l'intégralité de ma séance comme ça. Tron, what have you become? Mais en plus, le film est bien parti pour être l'un des plus gros beats de l'année au box-office. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va voir. Accrochez-vous! Qui l'eût cru 15 ans après la sortie de Tron l'héritage et après des années de development hell, Tron Ares est enfin arrivé sur nos écrans. Et il a prouvé une nouvelle fois que Disney essaie désespérément de capitaliser sur la moindre bribe de franchise, même quand le studio sait au fond que le potentiel est limité. Geoffrey en avait parlé dans sa vidéo sur les risques que représentait le film et je l'avais évoqué aussi dans ma vidéo sur Tron l'héritage. Malgré son imaginaire excitant et la révolution technologique qu'a représenté ses effets visuels, le premier Tron n'a jamais vraiment été un succès. Et en 2010, Tron l'héritage avait autre chose en tête que le simple effet nostalgique. C'était évidemment présent pour appâter les geeks grisonnants, mais l'idée était surtout de redéfinir la charte graphique de cet univers informatique à l'ancienne et amener un nouveau public à la fois dans le monde de Tron et dans le futur du cinéma numérique qui était alors en train de s'écrire. Après l'annulation de Tron Ascension, qui aurait dû faire figure de Tron 3, toujours avec Joseph Kosinski aux commandes, Tron Ares est né des cendres de son scénario, avec cette idée de catapulter des programmes de la grille dans le monde réel. Mais le problème, c'est qu'au fond, le film de Joachim Ronning ne fait que se reposer sur les acquis de son prédécesseur, dans son esthétique déjà, et dans sa musique hype qui a troqué Daft Punk pour Nine Inch Nails. Ce que je veux dire, c'est que Tron n'a jamais été une franchise à proprement parler, mais plutôt le canevas d'un grand spectacle technologique ouvrant le champ des possibles. Et d'une certaine façon, Ares semblait l'avoir compris, puisqu'à part le passage bien gênant avec Jeff Bridges, le film dépend de tout nouveau personnage. Quoi qu'il en soit, cette démarche, peu aidée par des critiques assez désastreuses, risque d'enterrer la saga pendant un bon moment, et ça me rend triste. Commençons par le box-office américain, là où Tron Ares avait le plus de chances de récolter de l'argent. Pour son premier week-end, le film a à peine récupéré 33 millions de dollars, ce qui était bien en dessous des estimations des experts de l'industrie qui prévoyaient plutôt dans les 45 millions. À l'époque, Tron l'héritage en avait amassé 44 millions. Autant vous dire que l'écart fait mal, surtout quand on ne l'ajuste pas à l'inflation. Mais souvenez-vous, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur ce que j'avais appelé la dictature du premier week-end, qui tend à condamner les films dès leur démarrage, sans prendre en compte des suites d'exploitation qui certes sont devenues de plus en plus programmatiques, mais qui peuvent parfois s'avérer surprenantes. Donc qui sait, peut-être que Tron Ares s'est rattrapé sur le long... Ah non, pardon, on me dit dans l'oreillette que c'est mort de chez mort. Faut quand même insister sur le fait que Tron Ares est le seul blockbuster de ce mois d'octobre. Il aurait dû avoir la concurrence de Mortal Kombat 2 à la fin du mois. Mais Warner a préféré décaler le film à mai 2026 pour en faire un vrai gros blockbuster de l'été. Donc Tron avait un boulevard. Et pourtant, dès son deuxième week-end, il a été détrôné de sa piètre première place au box-office américain par Black Phone 2 et ses 27 millions de dollars de recettes. Et si c'est arrivé, c'est parce que Tron Ares n'a gagné que 11 millions de dollars, ce qui représente concrètement une chute de fréquentation catastrophique de 66%. À titre de comparaison, Les 4 Fantastiques a déçu, avec 67% de chute de fréquentation en deuxième week-end, mais lui avait démarré avec 117 millions au box-office, pas 33. Et bien sûr, pour Tron, ça ne s'est pas arrangé sur le troisième week-end, où il a encore perdu 56% de ses spectateurs, avec 5 petits millions de dollars supplémentaires. Lors de sa sortie fin 2010, Tron l'héritage a été perçu par Disney comme une petite déception. Pas un gros flop, mais pour 170 millions de dollars de budget, récolter 400 millions de dollars dans le monde, c'est pas si génial pour un blockbuster de Noël qui devait casser la baraque. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais Tron Ares ne va certainement pas atteindre ces chiffres-là. En fait, ça sert à rien que je le compare à Tron 2. Pour comprendre l'ampleur du désastre, le plus parlant, c'est de le comparer à un autre gros bid de Disney de 2025, le remake de Blanche-Neige. Parce que là aussi, on parle d'un démarrage très en deçà des attentes, à 42 millions de dollars, ce qui reste au-dessus de Tron d'ailleurs, et une chute de fréquentation là aussi de 66%, et ça s'est pas amélioré par la suite. Là où c'est intéressant, c'est que Blanche-Neige a peiné à dépasser le palier des 200 millions de dollars de recettes mondiales. You know, I really don't remember you being this
opinionated. Et on peut sérieusement se demander si Tron Ares pourra même atteindre cette barre symbolique. Et ce serait chaud si ce n'était pas le cas. C'est d'autant plus désastreux cette histoire que la promo de Tron Ares et sa stratégie marketing se sont beaucoup reposées sur sa nature de grand son et lumière néon électro dont il fallait forcément profiter dans les meilleures conditions avec les fameux PLF. Premium Large Formats, les séances premium qui augmentent le prix de votre ticket de cinéma, que ce soit avec la 3D, l'IMAX ou les salles Dolby. Donc il est possible, même probable, que les recettes faibles du film dépendent en partie des fans qui ont accepté de débourser plus pour le film. Donc le nombre de spectateurs doit vraiment pas être folichon. Alors qu'en plus, vous savez ce qui est moins cher qu'une taxe 3D ou IMAX? Un abonnement au site d'écran large. Parce que plutôt que de financer une méga corporation comme Disney, ça aide un média indépendant qui essaie de résister aux GAFAM et aux IA maléfiques, tout en continuant de donner du relief à l'actualité du cinéma. Est-ce que je suis fier de ma blague? Probablement pas, mais est-ce que je l'assume? Totalement. Et puis nous au moins, on a le mérite de pas embaucher Jared Leto pour tout et n'importe quoi. Bon, à part peut-être quand notre monteur Mathias imite sa performance incroyable dans House of Gucci. Ma, it's me, Paolo. Le lien est dans la description. Bon, maintenant, faut qu'on parle du vrai sujet qui fâche, le budget de Tron Ares. On s'en doutait au vu du temps de gestation du projet, mais il semblerait que le film n'ait pas coûté la somme à la base avancée par Disney, estimée entre 170 et 180 millions de dollars, comme Tron l'héritage. À force, c'est devenu une sale habitude. Les studios essaient de faire croire à une facture amoindrie avant que les spécialistes ne dévoilent les vrais chiffres. Et dans le cas de Tron Ares, le média Deadline parle de 220 millions de dollars, sans compter les coûts marketing. Ce qui détruit définitivement toute tentative de rentabilité en salle. Leur article dit même que le film est voué à perdre plus de 132 millions de dollars. Ça pique et ça ne va certainement pas être rattrapé par le box-office international. En France, Tron Ares a cumulé un peu plus de 200 000 entrées pour sa première semaine d'exploitation, ce qui n'est même pas la moitié de Tron l'héritage sur la même période et ses 475 000 entrées. Le film de Joseph Kosinski avait terminé sa course hexagonale avec 1,2 million d'entrées. Ça ne sera certainement pas le cas d'Ares et globalement, la situation en France est assez représentative du reste de l'Europe, qui fait au minimum moitié moins d'entrées sur le film. Et en sachant que la France est loin d'être si friande de Tron 2 par rapport à l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Mais alors, là où le bas blesse vraiment, c'est la Chine. La Chine, c'est un territoire où la science-fiction marche souvent pas mal. Et ce n'est sans doute pas un hasard si la seule attraction qui existe à Disneyland autour de Tron a d'abord été créée pour le Shanghai Disneyland. Même si maintenant, il y a la même en Floride. Tron l'héritage, c'est quand même 19 millions de dollars récoltés en Chine lors de sa sortie. C'est pas énorme, mais ça sera toujours mieux que les chiffres catastrophique d'Ares, qui espérait sans doute se remplumer en Chine. Le film est sorti là-bas durant le week-end du 17 octobre, en même temps qu'une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Alors non seulement les deux films ont été écrasés par des productions locales qui avaient déjà plusieurs semaines d'exploitation dans la vue, mais ils ont quasiment fait les mêmes chiffres, 2,8 millions de dollars pour Tron et 2,5 millions pour une bataille après l'autre. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, Tron Ares a à peine amassé 4,1 millions de dollars en Chine, avec un deuxième week-end à 680 000 dollars. Le game over est définitif. Actuellement, le film en est à 124 millions de dollars de recettes mondiales, ce qui le rapproche d'un autre film de science-fiction qui a floppé cette année, Mickey 17 de Bong Joon-ho, mais qui lui avait le petit mérite d'avoir coûté 100 millions de moins que Tron. Alors comme d'habitude, c'est facile de faire le service après-vente et de dire que le flop de Tron Ares s'explique par l'attrait limité de sa franchise, ou par son scénario lunaire et anachronique sur une intelligence artificielle toute kawaii et des géants de la tech qui parfois, vous savez, veulent juste soigner le cancer et la faim dans le monde, parce que ce sont de grands humanistes. Il y a bien sûr la cible facile Jared Leto, qui tenait beaucoup au projet et qui lui a visiblement permis d'exister en tant que producteur, même si depuis Suicide Squad et Morbius, on devrait définitivement le surnommer le dézingueur de franchise. Après, moi je suis toujours chaud pour un spin-off de House of Gucci. Paolo. Par contre, je pense qu'on peut tirer de Tron Ares une certaine réflexion sur l'année 2025 très bizarre qu'a connue Disney. Parce que d'un côté, Disney est le seul studio américain, et je précise bien américain, dont l'un des films a dépassé le milliard de dollars de recettes avec Lilo et Stitch. Mais de l'autre, tout le reste de son line-up a été, en termes de box-office, au mieux un peu décevant, ou au pire, cataclysmique. Je parle bien sûr de ces trois Marvel, bien loin des scores d'antan de la franchise, avec Captain America Brave New World, Thunderbolts et les 4 Fantastiques. Je parle bien sûr d'Elio, le plus gros four de l'histoire de Pixar, de la catastrophe Blanche-Neige, et enfin des déceptions du côté de la 20th Century Fox, avec entre autres The Amateur avec Rami Malek.
Et oui, c'est sorti en 2025, je vous jure. Il faut quand même se rappeler de ce temps pas si lointain, vous savez, avant le Covid, où Disney faisait des grands chelems avec Marvel, Star Wars, Pixar, séries Make Live et ses films d'animation. Alors oui, déjà à l'époque, on râlait souvent sur leur dimension mercantile et leur absence récurrente de prise de risque, mais ça avait le mérite d'attirer les gens en salle. Et même si la théorie du ruissellement est l'une des plus grandes arnaques économiques du néolibéralisme, au cinéma, ça a tendance à marcher. Une grande majorité de la population, en France comme ailleurs, ne va au cinéma que 1 à 2 fois par an. Mais si elle a une bonne expérience devant un blockbuster attendu, il est probable que le loisir de la sortie au cinéma devienne un peu plus régulier, et qu'après une bande-annonce intrigante ou une bonne critique, on ait envie de donner sa chance à une expérience un peu moins calibrée. Et malheureusement, on voit l'effet inverse avec Tron Ares, dont le bid n'aide clairement pas la concurrence du côté du cinéma indépendant américain. On a besoin de studios comme Disney pour la santé financière des salles, parce que leur cinéma touche une tranche importante du public à l'année. Sauf que la belle époque des grands chelems semble difficile à retrouver. En 2025, la major hollywoodienne qui s'est démarquée, c'est clairement Warner Bros. Alors que le groupe Warner Bros. Discovery est actuellement endetté à hauteur de 35 milliards de dollars, au point où il est sur le marché pour se faire potentiellement racheter par une autre corporation. Mais Warner a établi un record cette année. Et pas des moindres, avoir 7 sorties d'affilée qui dépassent les 40 millions de dollars de recettes au démarrage américain. Ça comprend Minecraft, Sinners, Destination Finale 6, F1, Superman, Évanoui et Conjuring 4. Des typologies de films très différentes qui donnent des succès à des degrés variables, mais dont la variété s'avère plus que jamais essentielle. Et je dis ça alors que Warner a très mal démarré l'année avec les bids massifs de Mickey 17 et de The Alto Knights avec Robert De Niro. Et alors que le studio sortait des flops très coûteux de Furiosa et de Joker 2 en 2024. Et je vous renvoie pour ça à ma vidéo sur le sujet. Les studios ont toujours connu des hauts et des bas avec le box-office. Le cinéma reste et restera une industrie du prototype, même quand il s'évertue à surexploiter les recettes du moment. Mais on voit bien que personne ne peut s'estimer grand vainqueur de l'année du côté d'Hollywood. Et peut-être que c'est un peu devenu la nouvelle norme, en attendant du moins que l'industrie se réveille de sa crise créative. On en avait déjà parlé en 2023 et en 2024 sur cette chaîne, où les disparités entre les films semblaient de plus en plus énormes. De ce point de vue-là, Disney a peut-être une leçon à retenir de Warner, qui tente des genres et des budgets différents, du petit film d'horreur autorisant au méga blockbuster super-héroïque. À part pour certains projets de la Fox, Disney ne se repose que sur des très grosses machines, qui n'ont pas le droit de se planter sous peine de coûter très cher au studio. Tron Ares étant ça un cas d'école, le nouveau-né d'une franchise pas vraiment porteuse, qui se retrouve catapulté malgré lui en rouleau compresseur d'un mois d'octobre bien morne. Et ça prend pas. Alors bien sûr, Disney a encore de quoi rattraper son année. Déjà avec Predator Badlands, dont les ambitions économiques s'avèrent plus humbles, mais surtout avec les 2 gros mastodontes de la fin d'année, Zootopie 2, je rappelle que le premier avait tapé le milliard de recettes, et forcément Avatar 3. Est-ce que ça suffira à sauver une année décevante pour la fréquentation des salles? Pas sûr. Et il est surtout probable que ce soit la première année où un film chinois, Neza 2, soit en tête du box-office mondial avec 2,1 milliards de dollars de recettes, majoritairement récupérées juste sur son territoire. Le vent est définitivement en train de tourner et on va suivre ça de très près. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager. Et pour se consoler du raté critique et public de Tron Ares, je vous invite à voir ma déclaration d'amour à Tron l'héritage et à la musique des Daft Punk. À la prochaine!